On se retrouve pour le journal et ce soir c'est Philippe Reg qui vous le présente. Bonsoir Philippe. Bonsoir Frédéric. C'est la deuxième fois qu'on est ensemble sur le plateau. Deuxième fois, hein, voilà, jamais 203. Exactement, vous l'avez vu de la bouche. Avant de vous passer la parole, les titres qui seront développés, le vote des adhérents du Parti Socialiste pour élire leur premier secrétaire, l'école de police de Nîmes qui fête ses 10 ans, bon anniversaire à eux, la semaine de la solidarité et la deuxième édition du forum sur le handicap. Et Philippe, nous avons aussi une invitée ce soir. Une invitée, la personne de Gisèle Auger, bonsoir. Bonsoir Philippe. Donc Gisèle Auger vient nous parler de la 9e édition du film du film documentaire. Oui, tout à fait. Qui se déroulera à Carré d'Art, qui a déjà commencé, puisque c'était du 20 au 29, depuis hier soir, et qui est une invitation, puisque ça s'appelle Voyage au long cours. Voilà, nous y reviendrons dans quelques instants, mais nous allons commencer, si vous le voulez bien, par une page politique, puisque les militants gardois ont voté pour choisir leur premier secrétaire fédéral dans le Gard. Seul Fabrice Verdier était candidat. Il a obtenu 1736 voix sur 2065 votants. Parti socialiste toujours. Depuis 17h et jusqu'à 22h et dans toute la France, les militants du PS votent pour élire leur premier secrétaire national. On écoute les commentaires de Fabrice Verdier, premier secrétaire fédéral donc, dans un reportage de Pierre-Paul Castelli. Après des mois de débats et de disputes, le Parti socialiste devrait enfin en finir avec le remplacement de François Hollande à sa tête. Seule certitude, au moment où le second tour se déroule, le nouveau premier secrétaire sera une femme. Les adhérents doivent en effet choisir entre Ségolène Royal et Martine Aubry. Benoît Hamon, arrivé troisième, appelle à voter massivement pour cette dernière. Mathématiquement, il est évident que Martine Aubry, si les reports s'effectuent correctement, devrait être élu premier secrétaire national. Puis après, moi, je voudrais presque poser la question aux camarades qui ont voté Benoît Hamon. Vous savez, moi, je n'ai pas donné de consigne de vote. Mon vote restera secret jusqu'au bout. Donc, je suis incapable aujourd'hui de vous faire un pronostic. Une fois la première secrétaire choisie, il faudra d'abord réapprendre à travailler ensemble. Il y a deux scénarios, hein. Il y a celui d'une ou d'un candidat qui serait mauvais perdant et qui ferait en sorte de continuer à déstabiliser celle qui sera élue premier secrétaire national ce soir, ce qui serait une faute lourde pour le Parti socialiste et pour la gauche. Puis il y a le deuxième scénario, beaucoup plus idéal, mais j'ai envie d'être naïf, qui consisterait à accepter le vote militant, même s'il est très serré, que le premier secrétaire, la première secrétaire nationale rassemble au-delà de son propre camp, de façon à ce qu'on se remette à travailler. Vous savez, moi je suis socialiste avant tout, je suis fatigué des querelles, je suis fatigué des batailles d'ego, des ambitions présidentielles des unes et des autres, donc je passe à autre chose. Je pense à l'intérêt général, celui du Parti socialiste, de la gauche et du pays, parce qu'on a besoin d'un Parti socialiste fort, rassemblé, uni et conquérant. Dans le Gard, c'est Ségolène Royal qui est arrivée en tête au premier tour avec 48,10% des suffrages, devant Martine Aubry 36,27% et Benoît Hamon 15,63%. Deux informations en bref. Demain matin, samedi 22 novembre, dès 8h, commencera une séance du conseil municipal pour la ville de Nîmes. Pas moins de 79 dossiers seront soumis au vote des conseillers municipaux. Action sociale, sport, finances, urbanisme, éducation, santé et sécurité émailleront les débats. Autre information politique, c'est dimanche 23 novembre qu'auront lieu les élections partielles cantonales pour le canton de Nîmes 1. En effet, Jean-Paul Fournier, élu sénateur, dans le respect de la loi sur le non-cumul des mandats, a laissé vacant son fauteuil au sein de l'hémicycle départemental. Les candidates en lice pour le second tour sont Marie-Chantal Barbus, actuelle adjointe au maire pour l'UMP, et Sylvette Fayet, conseillère municipale de l'opposition sous l'étiquette du Parti communiste français. L'école de police de Nîmes, elle a formé depuis son ouverture pas moins de 15 000 gardiens de la paix. Ce matin du vendredi 21 novembre, une cérémonie honorait non seulement la sortie d'une nouvelle promotion, mais aussi le 10e anniversaire de l'école et le départ à la retraite de son directeur et fondateur Hervé Louzeau. Alain Bonnet, Lucien Gothard et Georges Culpin étaient présents. La plus importante école de police d'Europe, basée à Nîmes, avait 3 bonnes raisons d'être en émoi ce vendredi. En effet, la sortie de la 216e promotion s'accompagnait du départ à la retraite de son directeur Hervé Louzeau, qui avait mené cette école sur les fonds baptismaux. L'établissement fête en effet cette année son 10e anniversaire. J'ai essayé, puisque j'ai créé cette école il y a 10 ans, j'ai essayé de faire en sorte que les deux mots d'ordre que je donnais, c'était rigueur et convivialité. Et c'est vrai que je crois que l'équipe qui était avec moi, parce que le travail de policier, c'est un travail d'équipe, je crois qu'ils ont su justement créer cet esprit de convivialité et que cette chaleur humaine
dont on a besoin aussi dans notre métier, parce que cette rigueur, on en a besoin. Mais comme on est toujours face aux problèmes humains, ça a été dit dans le discours du ministre, c'est toujours, nous voyons les côtés négatifs de la société. Et c'est vrai que nous avons besoin de savoir que nous sommes des êtres humains et que nous travaillons avec des êtres humains. Une mise en place et une cérémonie empreinte de solennité, mais aussi de chaleur humaine, tant il est vrai que les élèves, une fois diplômés, seront amenés à user d'un mélange fait d'autorité et d'humanité. Je dirais que ça allie les deux en fait. Il faut avoir quand même à la fois le côté fort pour les délinquants et à la fois le côté social et psychologique pour aider les victimes. C'est quelque chose qui est très importante, aussi importante que d'arrêter le délinquant. Donc prendre sur soi, parce que c'est vrai que la police de nos jours n'est pas forcément toujours aimée. Donc à la fois toujours continuer à faire ce métier avec le sourire et en aidant les autres, tout en essayant de réguler la hostilité. Dominique Bellion, préfet du Gard, s'est livré à la lecture d'un message de Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur. Un message perçu par des délégations étrangères venues d'Algérie, de Roumanie, d'Ukraine, d'Allemagne, de Lituanie et de Pologne. Henri Castet, le nouveau directeur, auparavant directeur départemental de la sécurité publique à Perpignan, prendra ses fonctions début décembre. En fin d'une cérémonie brillante, ornée par la musique de la police nationale et les chorales de Kessargues, les élèves, désormais gardiens de la paix stagiaires, se livraient au traditionnel jet de casquette pour ponctuer dans la joie leur année de formation. Joli. Voilà, et puis nous en profitons pour souhaiter à Hervé Louzeau, donc on peut dire maintenant, bientôt, très bientôt d'ailleurs, on dira l'ancien directeur de l'école de police et fondateur de cette école, un heureux anniversaire, puisqu'aujourd'hui en plus, pour cette cérémonie, c'était son anniversaire. Je vais faire comme nos amis les policiers, je vais moi aussi jeter mes feuilles. Voilà, ça y est, on fait comme les casquettes. Allez, souvenez-vous, on les avait reçus sur ce plateau, l'association, les représentants de l'association Étincelle 30 pour l'organisation de leur forum sur le handicap. Et ce forum a bien eu lieu, c'était aujourd'hui, Philippe. Effectivement, Frédéric, aujourd'hui, plus de 200 000 personnes handicapées sont sans emploi et c'est donc sur ce thème que s'est penché ce deuxième forum sur le handicap. Un forum qui se tenait toute la journée de vendredi, donc aujourd'hui à l'hôtel Idéine en Ville Active. Un reportage de Julie Soulier et Arnaud Rondan. D'un côté Florence, de l'autre Sadia. Toutes les deux sont handicapées, mais l'une est en CDI et l'autre a du mal à trouver un emploi. Leur différence, Florence avait un emploi avant son accident. C'est vrai que les gens me connaissaient avant le handicap, maintenant ils me connaissent avec le handicap, mais bon, ça ne change pas grand-chose, j'allais dire, au niveau relationnel et au niveau professionnel, puisque bon, au niveau d'études où je suis, et puis bon, c'est un travail de bureau, il n'y a vraiment aucun obstacle par rapport au fauteuil roulant, quoi, en fait. J'ai travaillé pendant 6 ans dans une même entreprise et là depuis 9 ans c'est très difficile parce que c'est souvent des contrats précaires qu'on nous propose et actuellement c'est assez difficile bon, vu par rapport à la crise, donc la recherche est très dure en ce moment. Malgré une baisse de 3,4% du nombre de demandeurs d'emploi handicapés en un an, ils sont encore plus de 200 000 à chercher du travail. Il n'y a pas que les handicapés qui malheureusement actuellement sont en difficulté, mais il est un fait que c'est cette population qui souffre le plus. À peu près 3 fois moins ils sont embauchés 3 fois moins que les autres, à diplôme égal. Organisé autour de tables rondes, ce deuxième forum n'a pas que privilégié la réflexion. Pendant que se déroulent les débats ici dans cette grande salle, en présence d'un nombreux public, et ça c'est rassurant pour l'avenir, eh bien, pendant qu'on informe ici, au-dessus, au premier étage, il y a un atelier de création d'emplois avec la NPE et Cap Emploi, et je suis sûr qu'en fin de journée, il y aura quelques dizaines de personnes handicapées qui auront pris contact avec une entreprise, avec un chef d'entreprise, et que peut-être cela aboutira à un emploi. Une manière d'essayer d'inverser la tendance. Aujourd'hui, en France, un établissement sur 4 n'emploie pas de personnes handicapées. En début de semaine, l'université de Nîmes présentait l'Institut méditerranéen des métiers de la longévité. Pour finir cette semaine, c'est le pôle de compétitivité Orfem qui tenait son 3e carrefour annuel au Colisée de Nîmes Métropole sur le thème du vieillissement. Un reportage de notre éternellement jeune journaliste Nicolas Pinchino. Ce vendredi 21 novembre, le pôle Orfem tenait son 3e carrefour annuel avec pour thème cette année le vieillissement. Avec un focus sur les déficits neurologiques et sensoriels tels que Alzheimer ou la basse vision. C'est une occasion de rassembler
sur Nîmes aujourd'hui tous les gens qui travaillent dans les neurosciences, donc à la fois industriels et chercheurs. Le pôle Orfem, créé depuis le 6 mars 2006, a pour mission de mettre en synergie les acteurs économiques et scientifiques dans le secteur de la santé. Donc c'est pour ça qu'on les rassemble, chacun présente ce qu'il fait, et comme ça après on peut aboutir sur des projets qui créeront de l'emploi. Dans le Gard, une dizaine d'entreprises ont déjà rejoint le pôle de compétitivité Orfem. Ce dernier s'étend de Montpellier à Nice et compte au total 160 adhérents, avec un objectif de réunir 200 adhérents pour 2010. Nous allons maintenant nous intéresser à une médecine douce, c'est l'acupuncture, Philippe. Douce, ça pique un peu quand même, hein, ça pique. En effet, une conférence de presse était improvisée par les médecins acupuncteurs à l'occasion de leur congrès annuel qui se déroulait ce vendredi à Nîmes. Si l'acupuncture est un acte médical reconnu par la médecine traditionnelle, la tarification, quant à elle, n'a pas la reconnaissance souhaitée par le syndicat des acupuncteurs dont le président national s'exprime au micro de Nicolas Pinchino. Ce vendredi, les médecins acupuncteurs tenaient leur congrès annuel à Nîmes dans les salons de l'hôtel Atria. Ils profitaient de l'occasion pour dénoncer une situation très pénalisante pour leur profession. Nous sommes dans une colère qui est relativement importante, quelque chose qui dure depuis des années. On a l'impression qu'on tourne en rond. On a beau contacter nos collègues de la Caisse nationale d'assurance maladie, les ministères, on nous reçoit, mais finalement on n'arrive pas à faire progresser le dossier. Non seulement on est médecin, c'est-à-dire qu'on a fait 7 ans d'études plus 3 ans de spécialité, l'acupuncture a été reconnue récemment, en plus, comme une capacité. Nous demandons simplement que notre cotation soit au moins identique à l'acte du médecin généraliste. Nous devons faire un diagnostic qui est un diagnostic médical, un double diagnostic, à la fois un diagnostic occidental, mais aussi un diagnostic acupunctural. Et puis après, on a à faire un acte technique. Il est totalement aberrant qu'avec cette double démarche médicale, on ait une cotation à 12,35 € qui est de moitié inférieure à l'acte du médecin généraliste. Nous réclamons simplement un rattrapage de cette différence qui est inadmissible. Les médecins acupuncteurs se disent inquiets pour la profession, étant donné le niveau des remboursements. De jeunes acupuncteurs qui souhaiteraient s'installer auraient beaucoup de mal à en vivre. Du 15 au 23 novembre, la semaine de la solidarité internationale s'exprime dans le Gard. Partant du constat que sur 10 personnes touchées par la faim dans le monde, 7 d'entre elles sont des femmes, c'est donc autour de la femme que se déroulait une conférence sur le thème « Comment répondre au défi alimentaire mondial » et plus particulièrement sur les droits de la femme au Malawi. Un reportage de Nicolas Pinchino. Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, les associations Peuple Solidaire et Action Aide proposaient ce vendredi 21 novembre à Carré d'Art une conférence portant sur l'accès à la terre pour les femmes et le respect du droit à l'alimentation au Malawi. Mildred Gloria Sarah venait justement de ce petit pays situé en Afrique australe, entouré par le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie. Donc le Malawi est un petit pays de 11,9 millions d'habitants. C'est un ancien protectorat britannique. Son but, ce n'est pas seulement d'informer, naturellement d'informer, mais c'est surtout d'utiliser le côté militant qui existe encore en France sur ces problèmes liés à la terre pour créer des synergies entre ce qui se passe en France et ce qui se passe au Malawi. A noter que le Malawi est un pays en grande pauvreté. Il s'agit du 10e pays le plus pauvre de la planète. Toujours dans le cadre de la semaine de la solidarité, plusieurs animations seront proposées ce samedi 22 novembre sur la place de l'Horloge de 9h30 à 19h. Gisèle Auger, êtes-vous amatrice de vin? Oui, assez. J'aime bien les vins de notre région surtout. Alors vous savez que comme tous les 3e jeudis du mois de novembre, le Côte du Rhône primeur est soumis à l'appréciation des consommateurs. Et à cet effet, hier soir, les bars, brasseries et cafés de la Cité des Antonins proposaient des dégustations. A noter que tout au long du week-end des 22-23 novembre, donc ce week-end, vous pourrez participer à la balade du primeur dans pas moins de 32 caves, châteaux et domaines du Gard. Tous les renseignements sur cette balade viticole sont disponibles sur le site www.labaladeduprimeur.com. Bien sûr, c'est à consommer avec modération, ça va de soi.
Nouvelle édition des rencontres de la bande dessinée à la salle Émile Cazel à Saint-Gilles dès demain. Ça a commencé en fait aujourd'hui, l'inauguration était tout à l'heure. Et ça continue demain, samedi 22 novembre. C'est organisé par la librairie La Bulle et Peter Pan de librairie nîmoise. Et c'est Pierre Tranchant, alias Pika, qui en est le président d'honneur. Le dessinateur de la série Les Profs sera entouré d'une dizaine d'autres auteurs. Séance de dédicaces, mais aussi ateliers de dessin et rencontres importantes qui font de cette manifestation une manifestation très importante à la médiathèque de Saint-Gilles. Au chapitre des sports, commençons avec Nîmes Olympique. Vous l'avez compris, il s'agit donc de football. Les Crocos partent dimanche matin en direction des environs de Saint-Étienne pour disputer la 7e journée de la Coupe de France. En effet, les Nîmois vont y rencontrer l'équipe de Firminy qui évolue en division d'honneur, soit 4 divisions d'écart entre les deux équipes. Et comme le dirait notre ami et spécialiste de tauromachie espagnol Christophe Ché, voilà donc une rencontre qui s'affirme pour être une belle alternative. Que dit-on, Frédéric, sur une nouvelle comme ça? Allez les Crocos! Allez les Crocos, tout à fait, avec plus de conviction, Frédéric. Allez les Crocos! Voilà, c'est très bien. Ouvrons maintenant une page rugbystique avec 2 informations concernant le rugby club Nîmes-Camargue. Tout d'abord avec l'élection d'un nouveau président. Claude Ponto succède à Jean Bueno et après une mandature de 6 mois, Jean Bueno est démissionnaire. Claude Ponto, c'est l'ancien talonneur du club dans les années 70, il était dans l'équipe Fagnon, un grand souvenir qu'a laissé cette personne qui est d'abord dirigeante au club depuis près de 25 ans. Et puis donc un match qui attend les Nîmois au stade de Nicolas Kaufmann. Ça sera donc dimanche à 15 h face à l'équipe de Valence. Précisons de suite que l'équipe de Nîmes est 2e au classement, juste derrière Monteux. Les Nîmois avaient chuté au match aller contre cette équipe du Vaucluse, mais c'était la seule défaite enregistrée à ce jour par l'équipe de Nîmes. Et que dit-on, Frédéric? Allez les Crocos, on est tous avec vous. C'est tous les Crocos. Dernière information sportive avec l'USAM Nîmes-Gard qui rencontre Ivry. Ça sera samedi soir au Parnasse à 20 h, une occasion pour les hommes d'Alain Porte d'oublier leur déconvenue face à Paris, un match qu'ils avaient perdu de 4 points. Précisons aussi que les USAMistes sont privés de la présence de Christophe Cabengele, opéré d'une hernie discale. Je pense que Christophe sera absent pour quelque temps. Et là, Philippe, qu'est-ce qu'on dit? Allez l'USAM. Voilà. Allez l'USAM Nîmes-Gard. Voilà Frédéric, j'arrive benoîtement à la fin de cette édition, mais nous avons donc notre invité Gisèle Auger. Alors rebonsoir. Rebonsoir. Et vous venez nous entretenir de la 9e édition du mois du film documentaire qui va se dérouler à la bibliothèque de Carré d'Art. Tout à fait. Alors une manifestation, une initiative nationale. Comment ça s'est passé pour Nîmes? En fait, c'est une initiative nationale qui en est à sa 9e édition. C'est une initiative au départ d'une association qui s'appelle Image en bibliothèque, qui regroupe toutes ce qu'on appelle dans notre jargon professionnel les vidéothécaires de France et de Navarre, et qui avait le souhait de montrer des films documentaires qu'elles avaient appréciés, mais aussi de pouvoir faire rencontrer le public et les réalisateurs, de montrer aussi comment se faisait un documentaire. Voilà. Donc c'est une manifestation qui se déroule en France, à l'étranger, dans de nombreux lieux, c'est-à-dire ça a pris une très forte ampleur, des bibliothèques beaucoup, mais aussi des salles de cinéma, des centres culturels, des prisons même. Enfin, voilà, tout lieu associatif qui souhaite montrer du film documentaire. Quels sont les auteurs qui viennent donc au mois du film documentaire à Nîmes? Est-ce qu'il y a un profil? Alors, les réalisateurs, à Nîmes, nous partons chaque année un petit peu d'un thème. Les autres années, on a traité d'art, de gastronomie, de travail. Cette année, on avait envie d'être un petit peu dans quelque chose d'agréable à vivre et de réfléchir en même temps, c'est-à-dire le voyage, d'où le thème voyage au long cours. Et les réalisateurs, en fait, ce sont des gens qu'on a envie d'honorer un petit peu parce qu'on connaît aussi leurs autres films, mais parce que donc ils peuvent effectivement être français, mais aussi on a dans notre programmation un réalisateur polonais. Voilà, on n'a pas du tout de distinguo. Ce sont des gens qu'on a rencontrés sur des festivals et dont on a envie de montrer le travail. Vous évoquez un thème. Est-ce qu'il y a cette année un thème? Il n'y a pas beaucoup de contraintes, je crois, parce que j'ai vu des durées de 57 minutes. Non, il n'y a pas de contraintes et c'est une des forces de cette manifestation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraintes ni de durée, ni de choix de réalisateur, ni de thème imposé. Donc chaque lieu choisit son thème. Et voilà, figure libre, et c'est ce qui fait la force un petit peu et la variété de cette manifestation en France et dans les pays francophones.
Alors quels sont les lieux de diffusion au niveau national, puisque cette initiative est d'envergure nationale, oui. et à Nîmes en particulier? Alors les lieux de diffusion en France, je vous l'ai dit, ce sont des lieux associatifs, beaucoup de cinéma, beaucoup de salles de cinéma s'associent avec des bibliothèques, des centres culturels, des universités. Voilà. À Nîmes, par contre, c'est un petit peu centralisé à la bibliothèque Carré d'Art. À la bibliothèque Carré d'Art de Nîmes, qui s'associe à la manifestation depuis ses débuts, qui en profite pour mettre en avant des films qui font partie de ses collections, et aussi pour dire qu'elle est en possession d'un fonds de films en consultation de 1000 à 1200 titres, qui peuvent être consultés par le public. Donc c'est aussi mettre un point phare sur un des secteurs de la bibliothèque. Alors ça doit être intéressant pour un auteur de voir son film sur un écran de mur à mur, par exemple, ou presque. Ça doit être grisant de voir son œuvre projetée comme ça dans Tout une à salle fait, de cinéma. parce qu'en fait les réalisateurs de films documentaires ont quelquefois leur film qui va passer sur une télé, ou ça peut être une coproduction pour certains, mais souvent à une heure d'écoute un petit peu tardive, donc tout le monde n'a pas pu voir le film. Pour certains maintenant, il y a de plus en plus de sorties en salle de films documentaires, et ça c'est un grand bonheur quand même de voir des documentaires qui sont programmés. 11 films sont au programme de cette 9e édition. Oui. Comment avez-vous fait le choix? C'est-à-dire, est-ce que vous avez dû sélectionner pour réduire à 11? Combien vous avez eu beaucoup plus de propositions? Comment vous établissez le choix? En fait, oui, on a dû sélectionner parce qu'on a toujours envie d'en montrer beaucoup plus. J'aurais bien volontiers montré le film Route One de Kramer, mais il passe au sémaphore quasiment dans le même temps, donc... voilà. Oui, on est obligé de faire des choix parce qu'on en voit beaucoup. On en voit des films de par notre métier. On en voit beaucoup dans des festivals à Marseille, à Montpellier, à Lussas, en Ardèche, chez nos voisins, où il y a un festival qui existe depuis 20 ans. Et donc, il faut resserrer à un moment pour donner une cohérence à cette programmation qu'on souhaite quand même le plus attractive possible pour le public. Alors, ces courts ou moyens métrages ont eu une vie avant de venir à Nîmes. Oui. Est-ce qu'ils en ont une après? Comment vous le suivez? Vous avez des échos sur le travail, le circuit que suit le travail de ces auteurs? Oui, parce qu'on est quand même relativement proche des producteurs et des auteurs de films documentaires. C'est un milieu qui est moins, comment dirais-je, mondain, on va dire, que le cinéma de fiction. Alors, pour la plupart de ceux qu'on a présentés, ils ont été présentés dans de nombreux festivals. Certains ont été primés, donc on est assez fiers de pouvoir les programmer à Nîmes, quoi. Et puis souvent, ils retrouvent une seconde vie dans les bibliothèques, parce que justement, pour la plupart, ils font partie de nos collections. On a négocié des droits de prêt, de consultation, et les auteurs sont sensibles au fait qu'ils peuvent dire à tel endroit, mon film, et notamment à Nîmes, mon film peut être vu ou revu, montré à des étudiants, parce que souvent c'est une base de travail pour des étudiants, ne serait-ce qu'à Nîmes, il y a des classes spécialisées cinéma, il y a l'école des beaux-arts, on a beaucoup de partenariats dans ces domaines, donc on fait aussi ce travail. Et puis ce n'est pas un concours, vous ne mettez pas les gens en opposition frontale, donc vous avez certainement un petit coup de cœur pour cette année. Non, il n'y a pas du tout de compétition, et c'est le côté agréable, même si on aimerait bien pouvoir plébisciter un film ou pas. Disons que nos films phares, on a envie de les montrer dans de très bonnes conditions, donc on va les montrer par exemple pour certains demain, samedi, en salle de conférence à Carré d'Art. Ce sont les films Le Convoi de Patrick Chagnard et un autre film très attachant sur un séjour près du lac Baïkal, parce qu'il y a quand même le côté voyage dans tous ces films. Et puis celui on tenait vraiment à montrer, c'est celui qu'on va montrer jeudi prochain à 20h30, donc le jeudi 27, en présence de la réalisatrice Claudine Bory, qui est une grande dame du film documentaire. Et on a vraiment eu envie de le montrer parce que c'est un périple, pas exemplaire, mais très vivant, avec de la gaieté sur un sujet qui n'était pas forcément au départ, c'est-à-dire des femmes qui parcourent en bus les pays de l'ex-Yougoslavie, l'Albanie, et qui vont tisser des liens alors qu'au départ beaucoup de choses les opposaient, l'histoire, le langage, etc. Alors on va finir par deux incontournables, ce sont les dates et le contact pour le programme à venir, parce que c'est vrai qu'on ne va pas se lancer dans une litanie de lieux, d'horaires et de titres de métrages. Je pense que donc on va voir apparaître sur l'écran le contact, enfin en tout cas
les endroits où on peut se renseigner sur le programme, sachant que demain, ça y est, voilà. c'est parti Et puis depuis jeudi. C'est parti depuis jeudi. Le petit programme du mois du film documentaire, ce petit programme du mois du film documentaire est disponible à la bibliothèque Carré d'Art, mais au Sémaphore, mais dans plein de lieux de diffusion. Et puis les renseignements peuvent être obtenus auprès de la bibliothèque et sur le site. Gisèle Auger, merci. Merci pour cette initiative. C'était un plaisir pour moi de pouvoir parler du film documentaire. Merci. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Merci. Voilà Frédéric, cela va sans dire, mais c'est mieux quand c'est dit. À la troisième fois sur ce plateau ? Probablement, j'espère en tout cas. Merci Philippe, merci Gisèle. Voilà, l'édition se termine. Merci de votre fidélité. Dans quelques secondes, le carrousel, suivi de votre soirée d'humour. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. J'ai envie de vous dire à très bientôt, puisque le plus beau pour les émissions reste à venir. Passez une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.